Le 12 août dernier, dans une interview donnée aux médias israéliens I24, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué à 2 reprises son adhésion au concept de Grand Israël. Ce concept politique prône l'extension des frontières d'Israël pour y inclure la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï et des parties du Liban, de la Syrie et de la Jordanie. Cette évocation, quelques jours seulement après l'annonce de l'occupation de la ville de Gaza, a provoqué un tollé dans les capitales occidentales et arabes. Mais à quoi Benjamin Netanyahou fait-il référence? Les justifications de ce concept ne sont-elles que sécuritaires ou sont-elles de plus en plus matinées de références bibliques? Un invité ce soir pour tenter d'y voir plus clair, Alain Diekhoff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche international de Sciences Po. Vous avez notamment publié en 1989 Les espaces d'Israël, essai sur la stratégie territoriale d'Israël, et plus récemment tout de même Israël-Palestine, une guerre sans fin. C'était l'an dernier aux éditions Duno. Merci à vous d'être présent ce soir dans Question du soir. Nous ne voulons pas garder Gaza. Nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas y gouverner. Nous voulons le rendre aux forces arabes qui gouverneront Gaza sans nous menacer et en offrant une bonne vie aux habitants. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'était sur Fox News le 7 août dernier. 13 jours plus tard, le 20, son gouvernement a adopté le plan de conquête de la ville de Gaza. Derrière les mots, j'allais dire, gouvernementaux, qu'est-ce que vous identifiez, Alain Diekhoff, dans cette entreprise israélienne? Est-ce qu'il s'agit d'une occupation ou d'une expansion territoriale? Il y a indéniablement un motif sécuritaire qui est celui du contrôle de la bande de Gaza, puisque c'est l'objectif d'Israël clairement affiché. Objectif affiché, vous entendez? Oui, oui, l'objectif affiché. Mais en réalité, il y a aussi des motivations plus souterraines, mais qui avaient déjà été révélées en janvier 2024 par une partie des membres du gouvernement d'extrême droite, comme Smotrich et Ben Gvir, et qui est clairement un projet de réinstallation de juifs dans la bande de Gaza qu'ils avaient quitté en 2005, à l'époque d'Ariel Sharon. Dans un processus qui, là, est clairement lié à une volonté d'expansion territoriale et, je dirais, de récupération, entre guillemets, d'un héritage biblique. Enfin, conçu comme tel, évidemment, par ses promoteurs. Je ne reprends pas ça à mon compte. Donc, il y a vraiment une motivation idéologique forte qui est très claire, qui est plutôt cachée, mais qui est réelle. Par conséquent, lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahou évoque à 2 reprises, le 12 août dernier, carte à l'appui, carte en main, cette notion de Grand Israël, à quoi fait-il référence? D'abord, à qui s'adresse-t-il ensuite? Alors, il s'adresse essentiellement à son électorat, c'est-à-dire à l'électorat de la droite et de l'extrême droite. Alors, il faut savoir que cette idée, finalement, de terre d'Israël dans son intégralité, puisque c'est un peu comme ça qu'on le dit en hébreu, ça recouvre un espace qui n'est pas toujours clairement défini, mais qui, au minimum, inclut l'espace entre la Méditerranée et le Jourdain, mais qui en réalité déborde souvent un peu au-delà. Bon, vous l'avez dit vous-même, le sud du Liban, une partie de la Jordanie actuelle. Et ça renvoie à des débats très anciens en réalité, qui datent des années 1930. Lorsque pour la première fois s'était posée à l'intérieur du mouvement sioniste la question véritablement des frontières. Parce que le paradoxe de ce mouvement national juif, c'est qu'il était assez clair sur ce qui constituait le centre de l'espace qu'il revendiquait, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle la Judée-Samarie, la Cisjordanie actuelle, mais que les frontières n'étaient pas du tout précises en réalité. Parce que tout simplement, la terre d'Israël, elle n'a pas de frontières vraiment précises. On va revenir là-dessus, Alain Diekhoff. Je reviens tout de même sur cette question fondamentale à mes yeux. À qui s'adresse le Premier ministre israélien? Cela signifie dans le fond à quel point cette notion de Grand Israël résonne dans la société israélienne contemporaine? Alors, elle résonne très clairement pour tout le monde. Ça renvoie à quelque chose, c'est-à-dire que ça renvoie à un espace territorial qui excède
l'espace israélien tel qu'il est reconnu par la communauté internationale, c'est-à-dire tel qu'il excède les frontières qui étaient les lignes d'armistice de 1949 qui ont été considérées par la communauté internationale comme les frontières de l'État d'Israël. Donc ça inclut encore une fois la Cisjordanie, la bande de Gaza, au minimum, et comme je l'ai dit, des espaces même au-delà de la Palestine, disons, entre la Méditerranée et le Jourdain. Alors remontons très 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 loin grâce à vous, Alain Diekhoff. Vous parliez un peu plus tôt dans cette discussion de références bibliques. Que dit l'Ancien Testament au sujet d'Israël et de ses frontières, je mets des guillemets autour de l'expression, de ses frontières supposées? En réalité, le texte lui-même invoque plusieurs espaces. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous prenez l'espace tel qu'il figure dans la Bible, dans la promesse de Dieu à Abraham, c'est entre le Nil et l'Euphrate. Donc c'est un espace très grand. Quand vous regardez... C'est une référence, pardonnez-moi, qui existe encore aujourd'hui, qui est mobilisée entre le Nil et l'Euphrate. Qui est mobilisée, absolument, qui est mobilisée par certains. D'autres renvoient à un espace un peu plus réduit, qui est celui de l'Exode, et d'autres encore à un espace qui est encore plus réduit, mais qui est quand même toujours plus grand que l'État d'Israël tel qu'il a été figé par les lignes d'armistice de 1949. Je voudrais vous faire entendre la voix d'un ministre que vous avez déjà évoqué, ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Il parle de sa conception du Grand Israël et en donne une vision très extensive et radicale. Je veux un État juif, c'est-à-dire un État dirigé selon les valeurs du peuple juif. La souveraineté d'Israël irait de la mer jusqu'au Jourdain, c'est tout? Ou bien ensuite on conquiert l'autre rive du Jourdain? C'est la prochaine étape, d'accord, mais petit à petit. Pour nos grands sages religieux, il est écrit dans le Talmud que le destin de Jérusalem était de s'étendre jusqu'à Damas. Jusqu'à Damas, Alain Diekhoff. Comment est-ce que vous analysez ces propos? Est-ce qu'ils sont délirants? C'est peut-être notre lecture, vue de loin. Est-ce que là aussi, ça résonne, ça s'appuie sur, j'allais dire, une sociologie électorale, sur des idéaux un peu concrets en Israël? Disons que ça a un écho, difficile à chiffrer, mais je dirais peut-être à peu près autour de 15% de la population juive en Israël. Qui est réceptive à ces propos. Qui peut être réceptive à ces propos. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans ce courant qui s'appelle le sionisme religieux et dont Smotrich est le représentant aujourd'hui, s'est développé après la guerre des 6 jours de 67, progressivement dans les années 70, et ça s'est accentué au cours des décennies, un véritable messianisme territorial. C'est-à-dire la volonté d'expansion territoriale fondée, alors encore une fois, c'est vrai que pour des gens rationnels, ça peut paraître délirant, mais fondée sur le texte biblique. Même s'il a lui-même, comme je l'ai dit, une polysémie, il n'est pas du tout clair dans ses frontières. Mais c'est utilisé politiquement et ça a une résonance. Ça a une résonance et certaines personnes y croient. C'est ça qu'il faut aussi bien avoir en tête. C'est pas juste de l'instrumentalisation politique. Ça a de la résonance chez des militants, en fait, qui prétendent précisément agir en ce sens-là. C'est pour ça que la conférence à laquelle je faisais référence de janvier 2024, elle mobilise des gens qui veulent vraiment retourner à Gaza et qui veulent aussi, évidemment, étendre la colonisation en Cisjordanie avant d'aller, comme Smotrich l'a dit lui-même, plus tard, au-delà du Jourdain. Mais ça, c'est dans une deuxième étape. Mais, encore une fois, ils y accordent véritablement, et le terme est tout à fait justifié, foi. En 1919, lorsque le mouvement sioniste défend l'idée avortée d'un foyer national juif, quelle vision d'Israël est défendue à ce moment-là? Quelles frontières sont dessinées par ce mouvement? Alors, il faut voir qu'à cette époque-là, le discours qu'on entend aujourd'hui, il n'existe pas. Personne n'invoque les frontières bibliques en 1919. Ce n'est même pas une référence. Non, c'est même pas une référence. Alors évidemment, les gens le savent que ça existe, mais ils ne l'invoquent pas. Ce qui est intéressant, c'est quand le mouvement sioniste va à la conférence de la paix à Paris en 1919, donc après la Première Guerre mondiale, pour sceller en quelque sorte le sort de l'Empire ottoman, Weizmann, qui est le chef du mouvement sioniste à l'époque, il invoque le sud du Liban parce qu'il veut contrôler les eaux du Litani, donc un des affluents du Jourdain.
Il invoque aussi une partie de ce qui va devenir un peu plus tard la Jordanie, parce qu'il veut contrôler le chemin de fer qui va de Damas à Jeddah, donc en Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Donc c'est d'abord une question de ressources. C'est des questions de ressources, c'est des questions en effet d'ordre économique qui priment le choix du mouvement sioniste. Il n'obtiendra pas ses frontières du tout à cette époque-là. Mais l'invocation religieuse, elle n'existe pas à ce moment-là. Elle ne commence à apparaître que dans les années 30. Et précisément dans le mouvement sioniste religieux. Et dans le mouvement dont le Likoud d'aujourd'hui est la suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque le mouvement du Bétar, le mouvement révisionniste, dirigé à l'époque par quelqu'un qui s'appelle Jabotinsky. Chez eux, il y a très présent, dès ce départ, mais pas pour des raisons religieuses, pour des raisons, je dirais, patriotiques, l'idée que l'État d'Israël à venir, c'est pas encore comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, mais l'État juif à venir, doit couvrir les deux rives du Jourdain. Donc pas seulement ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouest du Jourdain, mais aussi l'est, ce qui est devenu la Jordanie d'aujourd'hui. Et c'est quelque part après l'avènement de l'État d'Israël en 1948 que le mouvement, qui est le successeur du mouvement révisionniste, restreint ses ambitions à l'espace à l'ouest du Jourdain. Alors justement, cette après-guerre 1947-1948, au moment où on partage, où l'on divise la Palestine, c'est un moment fondamental de redéfinition de la notion de Grand Israël. Il y a deux lignes qui s'opposent, si je caricature, une ligne politique qui dit, dans le fond, ce qui compte, c'est d'abord et avant tout l'établissement d'un territoire, l'établissement d'un État, Israël de l'autre. Il y a déjà en germe une volonté d'expansion. Il faut nous rappeler justement cette distinction importante. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le plan de partage de 1947, le mouvement travailliste, qui est le mouvement dominant, et avec Ben Gourion à sa tête, dans le fond, le plus important pour lui, c'est d'avoir un État. L'assise territoriale est tout à fait secondaire. Donc pour lui et pour ce mouvement, les frontières d'armistice de 1949, c'est tout à fait suffisant. Peu importe le territoire. Oui, on n'a pas besoin d'aller au-delà. On a suffisamment d'espace pour accueillir les immigrants juifs qui arrivent à la fin des années 40, début des années 50. Pourtant, je me permets de vous couper, Ben Gourion a pu à ce sujet avoir des propos contradictoires également. Oui, c'est vrai. Ce qu'il disait en fait, c'est que on verra si jamais il y a une guerre et les cartes sont redistribuées, on pourra éventuellement changer d'avis à ce moment-là. Mais on ne va pas de nous-mêmes, de notre propre chef, en fait, provoquer la guerre pour avoir une expansion territoriale. Donc ça, c'était très clair. À l'inverse, le mouvement Hérout, qui est dirigé par quelqu'un qui va être très connu par la suite, à savoir Menachem Begin, qui est donc le mouvement de droite, lui, il veut au minimum l'espace qui est à l'ouest du Jourdain. Et ça, c'est très clair. Pour eux, ils considèrent qu'ils ont déjà accepté un compromis en renonçant à la Jordanie, pour faire vite. Donc, pour eux, il faut au moins au minimum l'espace entre la mer Méditerranée et le Jourdain. C'est pour ça que la position de Netanyahou aujourd'hui, elle est cohérente avec l'idéologie qui existe depuis les années 50. Je voudrais vous faire entendre une voix, une autre, celle de Moshe Dayan. Il était ministre israélien de la Défense. On est en 1967. Là aussi, la notion de Grand Israël se redéfinit profondément. Cela veut-il dire que vous avez l'intention de rester à Sharm el-Sheikh ? Je n'en bougerai pas avant d'être absolument sûr de la libre navigation maritime et aérienne à tout jamais. Et vos autres conquêtes territoriales ? La Jordanie occidentale Et Gaza ? et Gaza, ce ne sont pas de riches conquêtes, sauf Jérusalem. À Gaza, il y a plus de 300 000 réfugiés dans un très petit espace. Ce n'est pas un cadeau. Il y a environ 1 million d'Arabes dont nous ne voulons pas, comme citoyens d'Israël, en Cisjordanie. Et ce n'est qu'une partie du problème. Le reste, c'est ce qui va s'y passer. Nous ne voulons certainement pas que l'Égypte revienne à Gaza. C'est la même histoire pour le Sinaï. C'est pourquoi je n'exprime que mes vues très personnelles, bien que je sois membre du gouvernement. Ce ne sont pas nécessairement les vues du gouvernement. C'est pourquoi je crois que nous ne devrions pas rendre ni Gaza ni la Jordanie occidentale. En 1967, Alain Diekhoff, durant la guerre des 6 jours, humiliation arabe totale, puisque Israël parvient à étendre son territoire d'une manière considérable en Égypte, en Jordanie, dans d'autres territoires alentours, Gaza évidemment.
Mais comment cette guerre redéfinit-elle là encore cette notion fondamentale de Grand Israël ? Justement, elle ouvre quelque part, la guerre des 6 jours ouvre un peu la boîte de Pandore en fait. Elle redistribue les cartes et c'est justement intéressant que vous ayez passé cet extrait avec Dayan parce que Dayan, lui, il vient du sionisme travailliste, il vient de la gauche quelque part. Et chez lui, on voit en effet que oui, les choses changent, hein, son état d'esprit change, mais c'est vrai aussi qu'il y avait, je dirais, une trajectoire qui était très propre à Dayan, parce qu'il ne faut pas oublier que Dayan, après 1977, après la victoire du Likoud, il va entrer dans le gouvernement de Begin. Il n'est pas représentatif de l'évolution générale du mouvement travailliste à cette époque-là. Mais cette guerre des 6 jours, c'est, j'allais dire, cette envie d'un grand Israël qui devient tangible pour la première fois ? Alors oui, ça devient tangible parce que, encore une fois, les cartes sont redistribuées et ce qu'il appelle la Jordanie occidentale, c'est-à-dire la Cisjordanie, elle redevient un objet de convoitise territoriale, d'autant plus, et ça c'est vraiment important dans la dimension symbolique, que c'est quand même dans ce territoire qu'il y a d'abord Jérusalem, évidemment. Le contact avec Jérusalem change énormément de choses, hein. Et puis, il y a d'autres villes qui ont une importance symbolique très forte dans l'imaginaire juif, comme Hébron, par exemple. Donc, il y a le début d'un réveil du messianisme qui avait été complètement, je dirais, phagocyté entre 47 et 67. Et c'est, moi, ce que j'appelle le retour du refoulé messianique, en fait. Parce que c'est quelque chose qui a été mis complètement sous le boisseau avant 67 et qui ressurgit brutalement. Et la difficulté que la gauche aura de façon générale, c'est comment gérer ça. Et en réalité, ils ne savent pas vraiment comment gérer cette patate chaude du messianisme. Alors que la droite, évidemment les sionistes religieux, eux savent très bien. Pour eux, ça signifie quelque chose. Donc ils vont agir politiquement au nom de ce messianisme. Et sans aucune... sans se cacher, hein, en l'affichant ouvertement. Mais faisant cela, en réalité, ils introduisent quelque chose qui est terrible, à mon avis, pour la politique israélienne, et qu'un des grands penseurs juifs des années 70 et 80 avait mis en avant, Gershom Scholem, c'est qu'ils introduisent la dimension mystique dans la politique. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de totalement ingérable à long terme. La dimension mystique, c'est un pan important du discours qui accompagne celui de l'imaginaire qui entoure le Grand Israël. Il y a aussi la dimension sécuritaire qui a constamment accompagné ces volontés expansionnistes, Alain Diekhoff. Oui, c'est vrai, mais quand on regarde attentivement, le discours sécuritaire, c'est surtout un discours défendu par la gauche. Je parle de la sécurité des Israéliens, pas forcément le discours sécuritaire tel qu'on l'entend aujourd'hui. Oui, alors c'est la sécurité, pendant longtemps, c'est la sécurité de l'État en tant que tel, plus que des Israéliens en tant qu'individus. Et ça, c'est un discours qu'on trouve dans les années 70 du côté du mouvement travailliste. Qu'on trouve aussi à droite. Mais en fait, la droite, elle fait un peu feu de tout bois. Elle utilise à la fois le discours sécuritaire pour dire il faut qu'on garde la Cisjordanie, parce qu'on ne sait jamais, il y a des attaques qui peuvent venir d'Irak, etc., etc. Mais elle va aussi utiliser le discours crypto-religieux, en réalité. Donc elle joue un peu sur tous les tableaux. L'essentiel pour elle, c'est finalement de trouver des moyens de justifier le contrôle de la terre. Il faut naturellement parler aujourd'hui de la Cisjordanie. Mercredi 20 août, les autorités israéliennes ont donné leur accord définitif à un projet extrêmement controversé de colonisation d'une zone située à l'est de Jérusalem qui couperait en deux la Cisjordanie. En gros, l'idée, c'est de construire des milliers de bâtiments, des milliers de logements plus exactement, qui permettraient de relier l'est de Jérusalem à une colonie israélienne. Est-ce que là encore, le discours porté par l'État israélien renoue avec cette idée de Grand Israël ? Alors là, en l'occurrence, pas tellement. Là, c'est vraiment plutôt un objectif politique qui est finalement de couper la Cisjordanie en deux, grosso modo, entre le nord et le sud, et de fait de rendre impossible l'établissement d'un État palestinien. Mais donc d'asseoir une souveraineté israélienne sur ce territoire. D'asseoir une souveraineté, mais qui n'est pas revendiquée, si vous voulez, au nom du Grand Israël. Même si, évidemment, ça sert aussi cet objectif-là. Alors, ce projet E1, en effet, il créerait aussi une continuité territoriale, comme vous l'avez dit très justement, entre la partie orientale de Jérusalem qui a été annexée par Israël unilatéralement en 67, dès juin 67, et la colonie de Maale Adumim, où il y a aujourd'hui déjà 35 000 habitants. Donc, il y a à la fois cet objectif et clairement rendre impossible sur le terrain la création d'un État palestinien. Alors je remonte au mois de juillet, cette fois-ci, le 23 juillet, la Knesset a adopté une motion réclamant la pleine souveraineté sur les territoires occupés en Cisjordanie. Le
le texte, sans valeur réglementaire mais existant tout de même, avait été adopté par une écrasante majorité, 71 députés sur 120. Là aussi, est-ce que l'imaginaire du Grand Israël est lié à la volonté j'allais dire, de colonisation et de souveraineté établie sur le territoire cisjordanien? Ah oui, bien sûr, ça joue un rôle. Et puis, même si cette motion n'a pas de valeur juridique, elle indique quand même quelque chose de très clair. C'est qu'il y a aujourd'hui, depuis maintenant, de façon affichée depuis 2-3 ans, avec le nouveau gouvernement, et ça a été encore accéléré par la guerre à Gaza, il y a une volonté évidente d'annexer. Alors, je ne dis pas que ça se fera parce que ça pose tout un tas de problèmes juridiques, mais l'intention, elle est là. L'intention, elle est là, elle s'exprime dans le vote de la Knesset, elle s'exprime par le gouvernement de façon tout à fait ouverte de la part des ministres. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, parce que justement, les choses sont vraiment très, très clairement affichées. Vous l'avez dit un peu plus tôt dans cette discussion, la Cisjordanie, c'est son autre nom, la Judée-Samarie. Alors, pourquoi ce nom, justement? Parce que là, ça fait vraiment clairement référence à une notion biblique. C'est en effet les termes qui sont présents dans la Bible. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai depuis l'origine. Le terme de Cisjordanie en tant que tel, il est très rarement utilisé en réalité dans le débat public en Israël. C'est toujours Judée-Samarie. Et quel que soit le bord politique en réalité. Donc, c'est vraiment le terme. Même à gauche, même chez les libéraux ou les centristes, on utilise le terme de Judée-Samarie. On dit parfois rive occidentale, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est toujours la Judée-Samarie, même si on ne s'inscrit pas dans la logique du Grand Israël, si vous voulez. Quel usage est fait de l'archéologie et des fouilles en général en Cisjordanie, justement, pour retisser ce lien avec la notion de Grand Israël? L'archéologie, elle a toujours joué un rôle dans le mouvement sioniste, y compris à gauche. Dayan, par exemple, qu'on a évoqué, était un grand collectionneur d'antiquités. Il a beaucoup fouillé, soit lui-même ou acheté des antiquités. L'idée de l'archéologie, en particulier en Cisjordanie, elle doit servir à appuyer finalement la revendication israélienne. C'est-à-dire à terme l'annexion. Donc dès qu'on va trouver des mosaïques, par exemple, d'une synagogue, dès qu'on trouve des vestiges, quels qu'ils soient, et si possible qui remontent le plus loin possible, on va les utiliser comme argument. Sauf que ce qu'il faut dire aussi très clairement à vos auditeurs, c'est que pour le droit international, évidemment, les droits historiques, ça ne vaut pas. Il n'y a pas de droit historique en tant que tel. Ça n'a pas de valeur juridique. On peut les utiliser, et beaucoup de peuples l'ont fait pour justifier leur renaissance nationale, mais juridiquement, la notion de droit historique ne signifie rien. Je reviens à cela, mais le fait qu'un Premier ministre israélien mobilise à 2 reprises le même jour cette notion de Grand Israël, est-ce que c'est l'illustration, la preuve peut-être que le sionisme religieux, au fil des années, au fil des décennies, a largement progressé, a peut-être même gagné aujourd'hui dans le débat public? Pour moi, il n'y a pas de doute que ce que j'appelle, moi, le néo-sionisme, c'est-à-dire en effet un sionisme nationaliste, mais qui peut aussi être et religieux, mais la religion pouvant être même invoquée par des gens qui ne sont pas stricto sensu religieux. Netanyahou en est le meilleur exemple, ça n'est pas spécialement quelqu'un de religieux, mais il va aussi évidemment utiliser un argumentaire de type religieux parce que ça sert tout simplement la cause qu'il prétend définir. Oui, je pense que quelque part la tragédie d'Israël, c'est finalement que le sionisme politique, qui était dominant pendant longtemps, jusque dans les années 80, finalement, est rentré dans une posture progressive de reflux, et c'est celui qu'il avait combattu pendant longtemps, c'est-à-dire un sionisme intégraliste, finalement, en termes de terre, qui a pris le dessus et qui, quelque part, imprime le rythme, en fait. Cette bascule que vous décrivez, en quelques mots, elle correspond à une demande de la société israélienne, à une demande électorale, politique, sociale ? Je ne dirais pas que ça correspond à une demande, mais ça correspond à des évolutions historiques. Des évolutions historiques, y compris à l'intérieur de la société israélienne, avec quand même une sorte de rétractation un petit peu même démographique, finalement, du sionisme laïque, et une croissance du sionisme nationaliste et religieux qui a de plus en plus de soutien à l'intérieur de la société. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de Premier ministre de gauche depuis 2001 en Israël
ne doit rien au hasard en réalité. Merci beaucoup Alain Dieckhoff. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche internationale à Sciences Po. Le titre de votre dernier ouvrage paru en 2024 aux éditions Duno, Israël-Palestine, une guerre sans fin. Merci à celles et ceux qui ont fait cette émission ce soir. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Roxane Poulain. À la réalisation, c'est François Richer et Timothée ce soir aux manettes. Merci d'être à l'écoute de France Culture.